Mes parents ont refusé de payer le moindre euro pour mes études et m'ont dit de rester travailler au café familial. Alors, je suis parti et j'ai construit ma propre vie. Des années plus tard, ils m'ont réclamé 125 000 euros pour le mariage de ma sœur. Et je leur ai donné la réponse exacte qu'ils m'avaient donnée autrefois. Salut, Reddit. J'ai grandi en étant l'enfant de secours dans une famille qui n'investissait que dans ma sœur. Alors, j'ai fait profil bas, j'ai construit ma propre vie à partir de rien, et je me suis enfin échappé. Mais juste au moment où je pensais être libre, ils sont revenus la main tendue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi revenir là où tout a commencé. Je m'appelle Calvin Ward. J'ai 26 ans maintenant, et je travaille en analyse financière dans un cabinet à North Crest City. Mais cette histoire ne commence pas là. Elle commence à Willow Hills, la petite ville où j'ai grandi dans une modeste maison à 2 étages qui ressemblait à toutes les autres maisons de notre rue. Mon père, Douglas, tenait un café de quartier. Ma mère, Janet, restait à la maison la plupart du temps, et ma sœur, Lydia, était l'objet de toute la fierté de la famille. Si vous avez grandi avec un frère ou une sœur qui était l'enfant en or, vous comprendrez immédiatement ce qui suit. Lydia ne recevait pas seulement des éloges. Ses annonces, ses réussites, ses compliments, ses moments anodins, tout devenait un événement. Pendant ce temps, j'ai appris très tôt que mon rôle dans la famille était celui du second rôle. Mon père a été le premier à le dire clairement. Il me faisait faire les corvées du café avant même que je puisse épeler la moitié des mots du menu. Des cartons lourds, des livraisons, le nettoyage, des réparations aléatoires qu'il ne voulait pas faire lui-même. Si une canalisation était bouchée, c'était soudainement une bonne leçon de responsabilité. S'il fallait déplacer des chaises, il me tapotait l'épaule en me disant que j'étais fait pour le travail manuel. Une fois, un client m'a donné un pourboire de 20 euros pour avoir couru jusqu'à sa voiture sous la pluie avec sa commande. Papa l'a pris, et j'ai découvert plus tard qu'il l'avait donné à Lydia comme récompense pour ses bons résultats à l'école. J'avais 12 ans. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'effort n'était pas la monnaie d'échange dans notre maison. L'image, si. Maman n'était pas aussi directe, mais elle avait sa propre façon de tracer les lignes. Elle disait que Lydia était brillante, douée, notre lumière. Moi, j'étais stable, pragmatique et adroit de mes mains, ce qui est le code parental pour dire « ne vise pas trop haut ». Elle le disait d'une voix douce, comme si elle me rendait service en gardant mes attentes sous contrôle. Les réunions de famille suivaient le même thème. Nous étions assis dans un salon plein de parents, et la conversation tournait autour des accomplissements de Lydia ce mois-ci. Ça ne me dérangeait pas de parler. Personne ne me demandait rien. Au bout d'un moment, j'ai simplement arrêté d'essayer. Je m'asseyais, j'écoutais, et j'archivais chaque commentaire. Non pas que je voulais me venger ou quoi que ce soit de dramatique. J'ai juste appris qu'être attentif était plus important que de se plaindre. La vie de tous les jours avait ses propres petits rappels de ce système hiérarchique. Quand un nouveau téléphone sortait, Lydia l'obtenait. Je récupérais son ancien, à l'écran fissuré, avec une batterie qui mourait en 1 heure. Quand ses vêtements devenaient trop petits, ils devenaient les miens s'ils étaient assez neutres. Sinon, maman prenait des articles en solde sur Important et disait que c'était bien suffisant pour l'école. Rien de tout cela ne m'a rendu amer à l'époque. Les enfants ne mettent pas d'étiquette sur ce genre de choses. On vit simplement le modèle qui nous est imposé. J'ai encaissé le manque de respect en silence, car me disputer ne changeait jamais rien. Ça me faisait juste passer pour quelqu'un de dramatique ou d'ingrat. 2 mots que mon père adorait utiliser chaque fois que je soulignais le 2 poids, 2 mesures. Alors, je me suis adapté. J'ai cessé d'attendre l'équité. J'ai cessé d'attendre les éloges. À la place, j'ai observé. Quand on grandit comme l'enfant de secours, soit on craque, soit on devient observateur. J'ai choisi d'être observateur. J'ai appris à repérer qui investissait en moi, presque personne, et qui investissait en Lydia, tout le monde. J'ai appris quelles promesses étaient réelles, celles de mes grands-parents, et lesquelles n'étaient que du bruit, celles de mes parents. Au moment où je suis arrivé au lycée, le schéma était si évident que je ne prenais plus rien personnellement. Lydia réussissait. Tant mieux pour elle. Je savais juste que rien de tout cela ne se traduirait par une aide pour moi. Si je voulais quelque chose, j'ai compris que je devrais construire le chemin moi-même. Avec le recul, cet état d'esprit s'est avéré être le meilleur outil de survie que j'avais. Il ne m'a pas rendu plus froid. Il m'a rendu plus lucide.
Je n'étais pas confus quant à ma place dans cette maison. Je n'attendais pas d'excuses ou un moment soudain où il me regarderait et réaliserait que je valais autant que ma sœur. Lydia a été admise à l'université de Ridgeview au début du printemps de ma première. Au moment où cette enveloppe a atterri dans la boîte aux lettres, notre maison s'est transformée en char de parade. Janet a appelé tous les parents à qui elle avait déjà parlé. Douglas a fermé le café plus tôt pour que la famille puisse célébrer correctement. Apparemment, cela signifiait que Lydia choisissait le dîner. Lydia choisissait le dessert. Lydia choisissait les photos à publier en ligne avec des légendes comme « Si fière de notre brillante fille ». Nous avons économisé pour ça depuis sa naissance. Cette phrase m'est restée. Économisé depuis sa naissance. Personne n'avait jamais rien dit de tel à mon sujet. Pourtant, je supposais que mon tour viendrait. Pas avec des fanfares, juste avec de l'équité. En terminale, mes notes étaient stables. Principalement des A, quelques B, et un club que j'aimais vraiment. Je n'étais pas un prodige, mais je n'étais pas un poids mort non plus. Je faisais les services au café que Douglas m'assignait, je m'occupais des tâches lourdes sans me plaindre, et je faisais profil bas. Postuler à l'université me semblait être la prochaine étape logique, pas un saut dans l'inconnu. Un soir après le dîner, j'ai abordé le sujet, calmement, directement. Maman, papa, j'ai regardé des universités. Je veux postuler. Janet n'a même pas fait de pause. Elle a ri, pas méchamment, juste avec dédain. Calvin, chérie, l'université, ce n'est pas vraiment ton truc. Tu es plus pragmatique. Il n'y a rien de mal à ça. Douglas a hoché la tête comme si elle venait de faire une remarque profonde. Ta sœur est académique. Toi, tu es manuel. Le monde a besoin des deux. Ils l'ont dit comme si les rôles avaient été assignés à la naissance et ne pouvaient être changés. Je n'ai pas discuté. J'ai juste clarifié. Mes notes sont solides. Je peux être admis. Je veux étudier la finance. Douglas s'est frotté la mâchoire comme si mes mots l'agaçaient. Calvin, le café traverse une mauvaise passe. Les affaires sont en baisse. On a besoin de toi ici. Cette famille ne peut pas se permettre de te perdre maintenant. Ça, c'était nouveau. Il n'avait jamais prétendu que le café était en difficulté auparavant. J'ai attendu. Il s'est penché en avant. Soyons clairs. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne s'enfuira pas. Si tu restes, je te mets à plein temps sur la paie. Un travail stable, des possibilités d'évolution, un chemin responsable. Janet a renchéri. Ça nous aiderait tous, chérie. Puis Douglas a sorti un dossier, un vrai dossier, et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail à long terme avec sa signature déjà apposée. 5 ans, horaire bloqué. Interdiction de suivre des cours en dehors de la ville. Ça te protège et ça nous protège, a-t-il dit. Si tu signes, au moins on sait que le café ne s'effondrera pas. On ne t'a pas élevé pour que tu poursuives des idées risquées. C'était de la culpabilité enrobée de devoir familial. De la responsabilité enroulée autour d'un piège. J'ai gardé une voix égale. Je suis prêt à aider, mais je peux travailler à temps partiel tout en étudiant. Je peux rentrer les week-ends. Je peux adapter mes horaires en fonction des cours. Douglas a immédiatement balayé cette idée. Pas suffisant. Tu seras distrait. Le café a besoin d'un engagement total. D'accord, alors. J'ai essayé un autre angle. Je ferai un contrat de prêt formel, ai-je dit. Les frais de scolarité. Je vous les rembourserai avec intérêt. On peut le mettre par écrit. Je signerai toutes les garanties que vous voulez. Janet n'a pas hésité. Pas d'emprunt. Notre famille, par principe, ne fait pas d'emprunt. C'était le même principe qu'ils abandonnaient chaque fois que Lydia voulait quelque chose de cher. J'ai fermé le dossier, je l'ai repoussé et je n'ai rien dit d'autre. Ça ne servait à rien. Leur décision ne concernait pas le café, et elle ne concernait pas le pragmatisme. Elle concernait l'endroit où ils plaçaient de la valeur. Lydia méritait qu'on investisse en elle. Moi, j'étais bon à être utilisé. Je n'ai pas perdu une seconde de plus à discuter. Leurs esprits étaient faits. Le mien aussi. L'après-midi suivant, j'ai pris le bus pour aller chez mes grands-parents, Franklin et Marjorie. Je leur ai tout raconté, sans drame, juste les faits.
Ils ont écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, Franklin s'est adossé, respirant lentement par le nez comme il le faisait quand il était en colère mais ne voulait pas le montrer. « Tu veux aller à l'université ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. »« Et tu travailleras, tu étudieras, tu te débrouilleras tout seul ?»« Oui. » Il a hoché la tête une fois. « Alors tu iras. » Au cours des 2 semaines suivantes, Franklin a passé des appels, rempli des papiers et contacté un vieil ami qui s'occupait d'immobilier. La 3e semaine, il avait vendu la vieille maison de campagne et les terres attenantes. Cette propriété était dans notre famille depuis des générations. Il n'a pas traité ça comme une tragédie. Il l'a traité comme un investissement. En moi. Pour être honnête, je me sentais mal à ce sujet, mais j'avais déjà décidé que je leur rembourserais chaque centime qu'ils avaient investi en moi. Quand ils m'ont remis le bordereau de dépôt couvrant ma première année de frais de scolarité, je ne savais pas comment réagir. La vente couvrait ma première année et laissait une modeste réserve au cas où j'aurais besoin d'un pont plus tard. Franklin a simplement dit, fais en quelque chose. Fais en sorte que ça compte. Je n'ai jamais oublié ça. Le jour du départ est arrivé en août. J'avais 18 ans. Le bus pour North Crest City partait à midi. Franklin et Marjorie m'ont conduit à la gare avec une petite boîte de collation et un pull, car, le temps en ville est imprévisible. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit d'appeler à mon arrivée et m'ont rappelé qu'ils étaient fiers. J'ai regardé autour de moi une fois, m'attendant à moitié à voir Douglas ou Janet apparaître. Ils ne sont pas venus. Je suis monté à bord quand même. Quand le bus est parti, je ne me suis pas senti abandonné, juste confirmé. Je suis parti une fois. Pas de poursuite, pas de seconde invitation. North Crest City n'était pas glamour, mais elle semblait plus grande que tout ce que j'avais connu. J'ai emménagé dans une résidence étudiante près du campus et j'ai commencé ma spécialisation en gestion des investissements. Les cours étaient denses, les manuels chers, et les professeurs parlaient comme si tout le monde possédait déjà un portefeuille d'actions. Ce n'était pas mon cas. J'avais un cahier, une calculatrice, et la pression de ne pas gaspiller ce que Franklin et Marjorie avaient sacrifié. Ma routine s'est rapidement installée. Cours le matin, un travail à temps partiel dans un café l'après-midi, et études jusqu'à ce que la sécurité du campus rappelle à tout le monde que le bâtiment fermait. Nourriture bon marché, vêtements bon marché, tout bon marché. Je maintenais les dépenses au plus bas parce que ma fierté m'empêchait de demander un centime à Douglas ou Janet. Ils n'en ont pas proposé de toute façon. Le silence rendait le calcul simple. Les vacances passaient. Je ne retournais à Willow Hills que pour de courts séjours chez Franklin et Marjorie. Ils avaient toujours une chambre prête, même après avoir déménagé de la vieille propriété. Nous mangions des repas simples et parlions des cours, pas de politique familiale. Ils n'ont jamais insisté pour avoir des nouvelles de Douglas ou Janet. Et je n'en ai jamais donné volontairement. La distance aidait. Pas une distance dramatique, juste le genre de distance silencieuse qui grandit quand les gens cessent de se montrer pour vous. Les années d'université se sont écoulées dans un cycle de travail, d'études et de progrès que je pouvais mesurer. Ma moyenne a grimpé. Je prenais des heures de stage partout où je le pouvais. J'ai appris Excel sur le bout des doigts. Je m'entraînais à des entretiens fictifs avec quiconque était prêt à me consacrer du temps. Rien de tout cela n'était glamour, mais cela m'a donné un levier. Lent, constant, réel. La remise des diplômes m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. J'avais 22 ans alors. Pas émotionnellement, juste lucidement. J'avais construit ça sans raccourci. Franklin et Marjorie sont venus à la cérémonie, se sont assis au premier rang et ont applaudi comme si j'avais été accepté à la NASA. Douglas et Janet ne sont pas venus. Ils n'ont pas appelé. Pas même un « félicitations » générique. Je n'en attendais pas un. La recherche d'emploi après l'université a été difficile. Les entreprises voulaient une expérience que je n'avais pas, et les stages ne comptaient qu'à moitié. J'envoyais des candidatures tous les matins et vérifiais mes emails le soir. Des semaines se sont écoulées sans réponse ou avec des rejets types. Je ne l'ai pas pris personnellement. C'était le marché, pas un jugement sur moi. Finalement, une petite société de courtage appelée Arbor Ridge Capital a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour de la recherche d'entrée de gamme. Ils ont été directs. Salaire bas, longues heures et tâches ennuyeuses. J'ai accepté immédiatement. L'ennui n'était pas un problème. L'ennui, c'était la stabilité.
Avec le travail est venu mon premier appartement sur Cedar Street. L'immeuble n'était pas dangereux, juste usé. Peinture écaillée, ascenseur lent, voisins qui ne parlaient pas beaucoup. Je n'avais pas besoin de fantaisie. J'avais besoin de mon propre espace, de mes propres clés et d'une porte qui se fermait. Quelques mois après le début du travail, j'ai reçu un message de Hollis, un gars que je connaissais de Willow Hills qui naviguait entre les cercles sociaux. Rien d'important, juste un lien vers une publication de Lydia. Légende, fier de mon frère qui a obtenu son diplôme. Je l'ai aidé à le guider à travers les candidatures et les dissertations à l'époque où il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Me guider? Lydia ne m'avait même pas demandé quelle était ma spécialisation. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était un nouveau développement. Elle ne m'attaquait pas. Elle réécrivait l'histoire pour se mettre au centre. Un petit mensonge précoce, mais un mensonge tout de même. Je n'ai pas commenté, je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas demandé de correction. Je l'ai noté. Comme tout le reste. Les schémas comptent plus que les publications. Environ une semaine plus tard, Lydia m'a envoyé un texto directement pour la première fois depuis des années. Hey, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Viens dîner vendredi? J'adorerais qu'on se rattrape. Où? Chez moi. Sans chichi. Juste nous et maman et papa. Sans pression. Ce « sans pression » était le signal d'alarme. Le ton de Lydia était toujours le plus enjoué quand elle voulait quelque chose. Je lui ai dit que je viendrais. Vendredi soir, je me suis dirigé vers son quartier, gardant mes attentes au plus bas. Pas pessimiste, juste réaliste. Lydia ne me contactait jamais à moins d'avoir un but. Peut-être qu'elle voulait se vanter de Ridgeview. Peut-être qu'elle voulait une photo pour les réseaux sociaux pour correspondre à son histoire. Peut-être qu'elle voulait quelque chose de moi. Je n'y allais pas à l'aveugle, et je n'y allais pas non plus plein d'espoir. La maison est apparue. Une de ces constructions modernes que Willow Hills a commencé à ajouter après que des gens de la ville aient emménagé. Lumières allumées, silhouettes à l'intérieur, des conversations déjà en cours sans moi. Comme dans l'enfance. En remontant l'allée, je pouvais voir mon reflet dans la porte vitrée. Calme, maître de moi, exactement comme je voulais être. J'ai frappé une fois. Lydia a ouvert la porte avec un sourire trop éclatant pour être désinvolte. Calvin, enfin. Tu nous as manqué. Manqué? Peu probable, mais je suis entré quand même. À l'intérieur, les lumières du salon étaient assez vives pour donner une impression de mise en scène, comme si un agent immobilier allait entrer avec un groupe d'acheteurs potentiels. Janet était assise sur le canapé avec une posture qui la faisait paraître en permanence prête pour une photo. Douglas avait un verre à la main, le faisant tourner comme s'il pensait à quelque chose d'important, même si ce n'était probablement pas le cas. Et Bryce, le fiancé de Lydia, se tenait près de la table de la salle à manger, habillé comme s'il organisait un cocktail d'entreprise au lieu d'un simple dîner de famille. Veste repassée, chemise parfaite, poignets alignés. L'homme ne se froissait pas. Ils étaient déjà en pleine conversation sans moi. Classique. Je n'étais pas surpris. Ils avaient maîtrisé l'art de commencer chaque événement comme si je n'en faisais pas partie. Prends une place, a dit Lydia, me guidant vers la table avec ce sourire éclatant et trop agréable qui signifiait qu'elle menait la danse. Le sourire a disparu à la seconde où elle s'est détournée, mais elle supposait que je ne l'avais pas remarqué. Dès que je me suis assis, elle a repris la phrase qu'elle était en train de construire. Alors, a-t-elle dit, me gratifiant d'un sourire poli avec une pointe d'ironie. Tu es toujours dans cette boîte de courtage, Arbor Ridge Capital, ai-je dit. C'est ça, c'est ça. Son ton donnait l'impression que c'était une supérette. Ça doit être mignon. Vous avez de vrais clients là-bas, ou c'est surtout des tableurs? Janet a ri de ce ton maternel de façade qu'elle réservait uniquement à Lydia. Chérie, sois gentille. Je suis sûr que le travail de Calvin est stable. Le travail pragmatique, c'est important. Douglas est intervenu sans lever les yeux de son assiette. Si jamais ça ne marche pas, le café est toujours là. On peut toujours utiliser des mains fiables. Il a souri comme s'il venait de faire une blague de premier ordre. Les plans B, c'est précieux. Lydia a gloussé. Bryce a offert un sourire poli. Le genre de sourire que les gens font quand ils ne veulent pas participer, mais veulent paraître solidaires. Je suis resté silencieux, pas par choc.
Rien ici n'était nouveau. J'avais entendu ces répliques assez de fois pour en prédire le rythme. J'ai juste regardé, les laissant jouer leurs pièces sans mon aide. Janet s'est penchée en avant, entrelaçant ses doigts comme si elle se préparait pour une conversation à cœur ouvert. Où habites-tu déjà? Cedar Street, ai-je dit. Lydia a écarquillé les yeux avec une surprise exagérée. Sérieusement? Ce n'est pas un de ces quartiers pour débutants? Je suis passé en voiture une fois. Ça avait l'air à l'étroit. À l'étroit, dans sa bouche, se traduisait directement par « en dessous de nous ». Douglas a hoché la tête comme pour confirmer un rapport officiel. J'ai vu aux informations que ce quartier n'est pas exactement de premier choix. Tu es sûr que c'est là que tu veux être? Aucune réaction de ma part. Cedar Street n'était pas luxueux, mais c'était à moi. C'était payé avec mon propre travail, pas celui de quelqu'un d'autre. Il ne comprendrait pas cette différence. Le dîner a continué sur le même rythme. De petites piques déguisées en conversation anodine. Lydia, maintenant employée à l'université de Ridgeview, a parlé de son travail, utilisant des mots à la mode et insistant sur ses responsabilités comme si elle attendait des applaudissements. Toutes les quelques phrases, elle me jetait un coup d'œil. Pour voir si j'avais l'air impressionné. Ce n'était pas le cas. Douglas glissait des commentaires occasionnels comme « Les emplois d'étudiants forgent le caractère, et certaines personnes ne sont pas faites pour le travail sous haute pression. » Janet m'a demandé si j'avais pensé à quelque chose de plus stable à long terme, ce qui était sa façon codée de suggérer que je devrais arrêter de viser plus haut, pour que l'éclat de Lydia reste incontesté. À un moment donné, Lydia a commencé à expliquer un projet qu'elle dirigeait. C'est juste tellement rapide. Beaucoup de responsabilités. Tout le monde ne peut pas gérer ce genre de pression. Janet a hoché la tête. Ton frère est plus adapté à la fiabilité. Il a toujours été comme ça. Douglas a gloussé. Il finira par comprendre. Chaque commentaire avait un message. Sache où est ta place. Ne dépasse pas ce que nous avons décidé que tu devais être. J'ai collecté chacun d'eux comme des points de données. Sans animosité. Juste de l'observation. Finalement, quand les assiettes ont été débarrassées et que le dessert est apparu, j'ai décidé que j'avais entendu tout ce dont j'avais besoin. Le scénario était prévisible. Les pics étaient prévisibles. La dynamique n'avait pas changé. J'ai reculé ma chaise silencieusement et je me suis levé. Je m'en vais. Lydia a cligné des yeux comme si elle ne s'était pas préparée à cette réplique. Quoi? Tu pars déjà? J'en ai assez pour ce soir. Douglas a reniflé, toujours aussi dramatique. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la porte. La main sur la poignée, j'ai entendu des pas derrière moi. Mesuré, délibéré. Bryce. Calvin, a-t-il dit. Une seconde. Je me suis retourné. Il est entré dans le couloir avec le calme étudié de quelqu'un habitué à être écouté. Il a joint ses mains derrière son dos comme s'il s'agissait d'un entretien d'évaluation. Je veux juste que les choses soient claires, a-t-il dit, la voix basse, douce. Ce soir n'était pas censé être tendu. J'ai attendu. La pause lui a indiqué de continuer. Il s'est légèrement déplacé, redressant les épaules. Le monde de Lydia est structuré. Des attentes élevées, certains cercles, une certaine image. Les gens autour d'elle doivent correspondre à ce cadre. Il a soutenu mon regard. Il n'y avait aucune méchanceté dans son ton. Juste de la condescendance polie jusqu'à ce qu'elle sonne comme de la courtoisie. Je respecte le fait que tu essaies de construire quelque chose, a-t-il ajouté. Vraiment. Mais comprends qu'elle évolue à un niveau qui exige un certain alignement. Son message était clair. Connais ta place. Je l'ai observé un instant, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il réalise que je ne réagissais pas comme il s'y attendait. Notez, ai-je dit, rien de plus. Il a cligné des yeux, s'attendant à une résistance, peut-être des excuses ou une explication. Il n'a rien eu de tout ça. J'ai ouvert la porte. L'air de la nuit était froid et stable, une rupture nette avec la chaleur factice et étouffante derrière moi. Alors que je sortais, Bryce a appelé après moi. Plus doucement cette fois. Pense juste à ce qui est le mieux pour tout le monde. Je ne me suis pas retourné. J'ai descendu les marches, traversé l'allée et atteint le trottoir avec le même calme que j'avais gardé toute la soirée. Pas de colère, pas de piqûre,
juste une confirmation silencieuse de ce que je savais déjà. Leur monde était construit sur la hiérarchie, et ils s'attendaient à ce que je reste exactement là où ils m'avaient placé depuis l'enfance. Ils avaient clairement indiqué leur position, et je ne jouais plus ce rôle. Leur accès émotionnel a pris fin ce soir-là. À partir de là, j'ai maintenu un contact strictement pratique, logistique uniquement, jusqu'à ce que je ferme définitivement la porte. 6 mois après le début de mon travail, j'ai reçu un appel de Talia, mon amie de l'université. Elle n'a pas commencé par des banalités. Cal, a-t-elle dit, écoute, Maxwell Investment Group ouvre un bureau ici. Ils embauchent. J'ai déjà glissé un mot. Maxwell n'était pas juste un autre cabinet. C'était le genre d'entreprise dont les gens de la finance parlent avec un mélange d'envie et de peur. Y entrer n'était pas courant. Y rester n'était pas facile. Quand l'annonce est-elle publiée, ai-je demandé. Elle l'est déjà. Vérifie tes emails. Postule ce soir. Et je n'ai pas perdu de temps. J'ai mis à jour mon CV, l'ai épuré à l'essentiel et imprimé des notes de projets passés. Puis j'ai passé le reste de la semaine à m'entraîner sur des questions types, à lire des rapports publiés par Maxwell et à réapprendre chaque concept technique que je n'avais pas touché depuis l'université. Pas de drame, juste de la préparation. 2 semaines plus tard, ils m'ont convoqué. L'entretien n'était pas amical. Ils ont tout testé. Les marchés, l'analyse, la modélisation des risques, des scénarios de portefeuille réels. Ils ont demandé des exemples de situations sous pression. J'ai gardé mes réponses courtes, directes, sans chercher à impressionner, juste factuelles. Quand l'entretien s'est terminé, le directeur principal a hoché la tête une fois. Nous vous contacterons. Ils m'ont envoyé un email 3 jours plus tard. Offre acceptée. La directrice de bureau de Harbor Ridge a semblé confuse quand j'ai remis ma démission. Tu es sûr, a-t-elle demandé. C'est stable ici. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je dois partir. J'y étais depuis environ 6 mois. Maxwell m'a fait commencer comme analyste associé. L'augmentation du salaire de base n'était pas spectaculaire, mais la structure des bonus l'était, et l'opportunité comptait. Ma première année là-bas a été simple. Travailler, apprendre, livrer. Je restais tard parce que je voulais finir ce que les autres ne finissaient pas. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour accumuler des résultats. Quand un projet nécessitait quelqu'un pour nettoyer des données à minuit, je le prenais. Quand un analyste senior avait besoin de peaufiner une présentation avant une réunion avec un client, je le faisais. Quand personne ne voulait s'occuper du portefeuille en difficulté d'une petite entreprise de technologie, je me suis porté volontaire. Ce dernier a tout changé. Le compte n'était pas prestigieux. L'entreprise était de taille moyenne, locale, et traversait des moments difficiles. Le rendement était plat, voire négatif. Les gens voyaient ça comme un projet sans issue. J'y voyais une chance de faire bouger les choses. Pendant 3 mois, j'ai suivi les performances de l'entreprise, les tendances de leur secteur, les données des concurrents et les cycles du marché. J'ai réorganisé la composition de leurs actifs, équilibré leur exposition aux risques et effectué des simulations jusqu'à ce que les schémas aient un sens. À la clôture du trimestre, le portefeuille a affiché un rendement solide, bien au-dessus des projections. Mon superviseur m'a appelé dans son bureau avec les chiffres sur son écran. Ça, a-t-il dit en tapotant le rapport, c'est exceptionnel. À partir de là, les choses ont changé. Les analystes ont commencé à me demander de l'aide sur leur modèle. Les directeurs m'ont convié à des réunions pour lesquelles je n'étais pas initialement prévu. Mon nom est apparu dans les chaînes de mails qui comptaient. Pas par charme, juste par les chiffres. Les résultats font bouger les gens plus vite que la personnalité. Les bonus ont commencé petits, puis ont augmenté. Je ne les ai pas dépensés en choses tape à accent grave l'œil. J'ai économisé. J'ai planifié. J'ai traité l'argent comme du carburant, pas comme une décoration. Après 1 an et demi chez Maxwell, j'avais assez d'économies pour faire quelque chose que je voulais faire depuis l'université. J'ai acheté une voiture à Franklin. Pas une voiture de sport ou quelque chose de ridicule, juste une berline propre, fiable et bien entretenue, avec un bon kilométrage et de bons équipements de sécurité. Il n'a pas dit grand-chose quand je lui ai tendu les clés. Il a juste hoché la tête une fois, comme il le faisait quand quelque chose le touchait plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Marjorie m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli avoir une côte fêlée. Une fois cela fait,
je me suis concentré sur ma prochaine étape, le logement. Le salaire de Maxwell, plus les bonus, plus des dépenses contrôlées m'ont donné le levier pour quelque chose de plus grand. Je ne me suis jamais soucié de l'image, mais je me souciais de la stabilité. Je me souciais d'avoir un endroit que personne ne pourrait dénigrer. Alors, j'ai acheté un Penthouse dans les Heights, le nouveau développement de North Crest City avec des lignes épurées, de hautes fenêtres et des ascenseurs à cartes qui fonctionnaient réellement. Il ne s'agissait pas de frimer. Il s'agissait de créer une version de ma vie qui ne dépendait de l'opinion de personne. Entre deux cycles de bonus solides, une réduction sur l'achat sur plan et un prêt immobilier conservateur, les chiffres collaient. Emménager, c'était comme franchir une ligne d'arrivée et une ligne de départ en même temps. Un matin, environ une semaine après avoir emménagé, je descendais vers le hall avec une tasse de voyage à la main quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Calvin. Je me suis retourné. Lydia se tenait là, dans l'entrée en marbre du hall, un sac de sport sur l'épaule. Il s'est avéré qu'elle avait emménagé à un étage inférieur 2 semaines plus tôt. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle demandé. J'habite ici, ai-je dit. Ses yeux se sont déplacés de moi à l'ascenseur, puis au bouton du Penthouse. Ici? Dans les Heights? Oui. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose d'impressionnant ou de cinglant, mais rien n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, Lydia n'avait pas de scénario préparé. J'ai hoché la tête une fois. Bonne journée. Puis je suis passé devant elle, calme, sans chercher à impressionner, pas intéressé par l'expression qu'elle essayait de former. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai eu un dernier aperçu d'elle, toujours debout, en train de digérer l'information. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était solide. Assez solide pour que personne ne puisse plus me rabaisser. Et je l'avais construite comme ça exprès. Le premier signe que quelque chose changeait est apparu en ligne. Je ne suivais pas Lydia, mais Hollis m'a envoyé des captures d'écran. Une photo de Lydia souriant à côté d'une vieille photo de nos enfants. Si fier de mon frère Calvin. Nous avons toujours cru en lui. De solides valeurs familiales ont construit son succès. Une autre publication le lendemain. Le soutien familial fait toute la différence. Elle les a programmés parfaitement, juste au moment où les publications sur la saison des mariages commençaient à apparaître sur son fil d'actualité. Je n'ai pas commenté, je ne lui ai pas envoyé de message, je n'ai rien corrigé. C'était évident ce qu'elle faisait. Elle préparait le terrain pour une demande à venir. Les gens qui planifient un levier se soucient beaucoup de la perception publique avant de l'encaisser. J'ai continué à faire défiler et je suis retourné à ma journée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Lydia. Maman et papa veulent voir ton nouvel appartement. On passera demain. Pas une question, une affirmation. Ils sont arrivés pile à l'heure. Janet se tenait sur le seuil, fixant le plafond du Penthouse comme si elle était entrée dans un musée. Douglas n'arrêtait pas de hocher la tête comme s'il approuvait une inspection. Je les ai laissés entrer par courtoisie, pas par lien affectif. Les barrières sont restées en place. Calvin, a dit Janet, passant la main sur un comptoir. C'est impressionnant. Très impressionnant, a ajouté Douglas. Tu as bien réussi. Poli, chaleureux, complètement inhabituel. Lydia s'est glissée derrière eux avec un sourire éclatant et déterminé. En fait, on espérait parler de quelque chose d'important. La voilà, la demande. Ils se sont assis comme s'ils s'apprêtaient à négocier une fusion. Janet a commencé. Comme tu le sais, le mariage de Lydia et Bryce approche. C'est un événement important pour les deux familles. Douglas a hoché la tête. Leur lieu de réception, l'organisateur, les arrangements, tout doit correspondre aux attentes de la famille de Bryce. Puis Lydia a annoncé le chiffre comme si elle lisait une brochure. Le coût total est d'environ 280 000 €. Maman et papa ont accepté de couvrir la moitié. Cela semblait exorbitant pour Willow Hills, mais le lieu et les fournisseurs étaient à North Crest City. Et les parents de Bryce insistaient pour que tout soit importé. C'est ainsi qu'on atteint rapidement 280 000 €. Janet est intervenue avant que je ne connaisse les chiffres finaux. Douglas a soupiré. Un peu plus élevé que prévu. Puis Lydia s'est penchée en avant. Alors, on espérait que tu pourrais aider. Juste 140 000 €, comme un prêt. On te le remboursera. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Ils attendaient tous.
Puis j'ai demandé, un prêt, c'est ça? Avec un contrat. Douglas a hoché la tête. Bien sûr. Et vous le rembourserez. Janet a joint ses mains. Naturellement. Je me suis adossé. Intéressant. Parce que quand j'ai demandé un prêt pour mes études, vous m'avez dit que notre famille, par principe, ne faisait pas d'emprunt. Silence. Janet a cligné des yeux. C'était différent. Non. Douglas s'est éclairci la gorge. Nous parlons de la réputation de la famille ici. Et moi, je parlais d'éducation. Plus de silence. J'ai gardé une voix égale. Vous avez un principe. Je l'applique. C'est la même règle. Non. Lydia m'a regardé comme si elle avait mal entendu la phrase. Janet a dégluti difficilement. Calvin, sois raisonnable. Je le suis. Douglas est à moitié levé. Pense à ce que cela signifie pour la famille. Je l'ai coupé d'un petit geste de la main. Cette conversation est terminée. Pas de cris, pas de chaleur, juste une politique. Ils sont partis avec des sourires crispés. Lydia n'a pas regardé en arrière. 2 jours plus tard, Janet m'a envoyé un texto. Chérie, peux-tu nous envoyer un peu d'aide? Juste quelques milliers. On est à court pour une facture. Non. Après tout ce qu'on a fait pour toi, Calvin, s'il te plaît. Non. Elle a essayé un message vocal après ça. Je ne l'ai pas écouté. Une semaine s'est écoulée. Puis j'ai croisé Douglas à l'épicerie. Je portais un sac de légumes quand il s'est mis sur mon chemin comme s'il m'attendait. Il ne m'a pas salué. Il a juste élevé la voix assez pour que les chariots voisins l'entendent. C'est moi qui t'ai élevé, Calvin. Un fils prend soin de ses parents quand ils ont besoin de lui. Les gens se sont retournés pour regarder. Douglas m'a observé, attendant que je me défende ou que je me recroqueville. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je ne discuterai pas de ça ici, ai-je dit. Puis je suis passé devant lui. Sans vitesse, sans colère, juste en avant. Il est resté figé derrière moi, pris dans l'attention qu'il avait essayé d'utiliser comme une arme. Plus tard dans la soirée, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lydia. J'ai répondu en haut-parleur tout en consultant un rapport. Sa voix a immédiatement fusé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Défini ne va pas, ai-je dit. Tu as embarrassé maman. Tu as humilié papa. Ils t'ont parlé du mariage. Tu as l'argent. Tu es juste mesquin à cause de vieilles histoires du lycée. Faux. Tu pourrais nous aider. Tu ne veux juste pas le faire. C'est égoïste. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. La famille de Bryce s'attend à un certain standing. On ne peut pas arriver en ayant l'air de radin. J'ai attendu. Je voulais que la demande principale fasse surface. La voilà. Tu gâches tout, a-t-elle crié. Bonne nuit, Lydia. J'ai raccroché. Le lendemain matin, elle a envoyé un email. Un décompte complet des coûts du mariage, codé par couleur, étiqueté, non négociable. Je l'ai ouvert pendant le déjeuner. Les chiffres étaient absurdes. 19 000 € pour des arches florales à thème, 9 000 € pour une expérience mur de photos de famille, 14 000 € pour de la vaisselle importée, 7 500 € pour une ambiance olfactive personnalisée, 11 000 € pour des invitations sur mesure, et ainsi de suite. Ligne après ligne de non-sens gonflé. Elle a ajouté une note en bas. C'est pourquoi nous avons besoin que tu contribues. Ce sont des coûts fixes. S'il te plaît, comprends. J'ai lu ça comme une facture d'un inconnu d'une entreprise que je n'avais pas engagée. Puis j'ai fermé l'email. Une campagne de pression ne fonctionne que si la cible cède. Je ne cédais pas. J'ai tenu la ligne. Calme, droite, finale. Ma politique est restée ferme. Les dîners du dimanche avec Franklin et Marjorie étaient devenus une routine. Leur petite maison sentait toujours les légumes rôtis et quelque chose qui refroidissait sur le comptoir. Pas de tension, pas de scénario, pas de commentaires de travers, juste un repas et 2 personnes qui pensaient ce qu'elles disaient. Ce week-end-là, Marjorie a mis des serviettes supplémentaires sur la table et a dit « Tes parents nous ont appelés hier. » J'ai haussé un sourcil. Pourquoi faire? Franklin a répondu avant elle. De l'argent.
Marjorie a secoué la tête. Ils tournaient autour du pot, prétendant qu'ils sont sous pression, qu'on attend d'eux qu'ils contribuent à une grande partie du mariage de Lydia, et que ce serait une tragédie de ne pas être à la hauteur. Franklin a versé de l'eau dans nos verres. Puis ta mère a suggéré que nous vendions la voiture que tu m'as achetée. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a dit qu'elle prenait juste la poussière dans notre allée. J'ai cligné des yeux une fois. Elle a dit ça à voix haute. Oui, a confirmé Marjorie. Franklin a posé la carafe avec un bruit sourd et contrôlé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que si elle en reparlait, l'appel prendrait fin. Elle en a reparlé. Alors j'ai mis fin à l'appel. C'était Franklin en une phrase. Calme jusqu'à ce que quelqu'un franchisse une ligne, puis inébranlable. Marjorie a soupiré. Ils sont désespérés pour de l'argent et de l'approbation. Ils se fichent d'où ça vient. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils avaient exploré tous les angles possibles avec moi. Passer à mes grands-parents était prévisible. Au cours de la semaine suivante, les ragots se sont répandus dans Willow Hills. Les petites villes n'ont pas besoin d'exactitude pour faire du bruit. Quelqu'un a prétendu que j'avais refusé d'aider la famille en crise. Quelqu'un d'autre a dit que j'avais abandonné mes parents après être devenu riche. Apparemment, j'avais même coupé les ponts avec Lydia parce que j'étais jaloux. Rien de tout cela n'était surprenant. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas publié de longues explications en ligne. S'expliquer à des gens qui ont déjà choisi leur camp est une perte de temps. Puis Kyle est apparu. Je l'ai croisé sur le parking d'un magasin de bricolage. Il a commencé avec un sourire qui ne correspondait pas à la situation. « Mec, tout le monde parle de toi », a-t-il dit. « J'ai vu tes parents l'autre jour. Ils ont l'air anéantis. » J'ai attendu. Kyle adorait tourner autour du pot. « Écoute », a-t-il dit en changeant de poids. « Je comprends. Tu es blessé. Mais peut-être que tu devrais voir leur côté des choses. » « Quel côté ? Ai-je demandé. Ils t'ont élevé, et ils sont en difficulté. Tu t'en sors bien maintenant. Tu pourrais être le plus intelligent. On n'a qu'une seule famille. J'ai hoché la tête une fois. C'est vrai. Il s'est éclairci, pensant que j'étais d'accord. Puis j'ai ajouté, personne ne leur a dit, à eux, d'être de meilleurs parents. Kyle s'est figé. La phrase a atterri exactement là où elle le devait. Je l'ai contourné et j'ai continué à marcher. Il n'a pas suivi. 2 jours avant le mariage, Lydia est venue à mon immeuble. Pas dans le hall, à ma porte. Elle a frappé légèrement, comme le font les gens qui essaient de paraître doux. Quand j'ai ouvert la porte, elle a affiché un sourire étudié. « Cal », a-t-elle dit doucement. « On peut parler ?» Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Dis ce que tu as à dire. » Elle est entrée sans attendre d'invitation. Je ne veux pas qu'on soit comme ça. On est frères et sœurs. On devrait se soutenir. La voilà, l'ouverture de paix. Elle s'est assise sur mon canapé comme s'il lui appartenait. Le mariage est important, Cal. Pas seulement pour moi, pour maman et papa. Ils ont tellement essayé, et ils sont embarrassés. La famille de Bryce a des attentes. On ne peut pas arriver en ayant l'air petit. Puis elle a changé de ton, exactement comme prévu. Si tu pouvais aider, même une partie, ça changerait tout. Tu sais, on te rembourserait. Je l'ai regardé calmement. Non. Elle a cligné des yeux rapidement. Tu n'y as même pas réfléchi. Si. La réponse est toujours non. Elle s'est levée brusquement. Alors c'est tout. Tu préfères laisser tes parents passer pour des pauvres ? Ils ont créé la situation. Ils peuvent en gérer les conséquences. Sa voix s'est brisée de colère. Tu es incroyable. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur maintenant. Je ne suis supérieur à personne. Je ne suis tout simplement pas disponible. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, attendant quelque chose. Des excuses, une fissure, n'importe quoi. Je ne lui en ai donné aucune. Au revoir, Lydia, ai-je dit. Elle est sortie en trombe. Ce soir-là, Talia m'a envoyé un texto. Talia, pas sûr que ça t'intéresse, mais pour info, tes parents ont finalement dit à la famille de Bryce qu'ils ne pouvaient pas payer leur moitié. Talia, ses parents n'étaient pas contents.
Il coupe les coups partout. On dirait que le mariage a été sérieusement revu à la baisse. Elle a ajouté, tu as fait le bon choix. Je voulais juste que tu le saches. Le mariage a eu lieu ce week-end-là. Je n'étais pas invité. Pas de surprise. Franklin et Marjorie ont reçu une invitation, mais ont décliné. Nous avons des projets avec notre petit-fils, leur a dit Franklin. Nos projets étaient simples. Une longue marche, un déjeuner en terrasse, et un après-midi tranquille à regarder un vieux film sur la petite télé de leur salon. C'était plus authentique que tout ce qui se passait de l'autre côté de la ville. 2 jours après le mariage, mon téléphone s'est allumé avec un message de Janet. Tu nous manques. Passe nous voir un de ces jours. Pas de ponctuation. Aucune reconnaissance des derniers mois. Aucune mention des demandes d'argent, de la culpabilité, de la pression, ou du spectacle public à l'épicerie. Juste une réinitialisation décontractée, comme si tout n'avait été qu'un malentendu. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de jouer le jeu. J'ai fixé le message un instant, sans colère, sans tentation. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis retourné à ma journée. Pas de réponse, pas de dispute, pas de retour en arrière. Certains pensent que l'on tourne la page grâce aux conversations. Pour moi, c'est venu de la cohérence. L'absence de contact n'est pas une vengeance. C'est de l'entretien. À partir de ce dernier texto, plus aucun contact. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Et j'avais enfin la paix nécessaire pour les garder séparés. Vous avez lu ceci comme une histoire. Mais rendons-la réelle une seconde. Si vous étiez à ma place, si vos parents se moquaient de vos objectifs, refusaient de vous aider quand vous en aviez besoin, essayaient de vous piéger dans une vie sans ambition, se moquaient de vos progrès, manquaient de respect à votre travail, réécrivaient vos réussites, puis ne se manifestaient à nouveau que lorsqu'il y avait de l'argent en jeu, que feriez-vous honnêtement? Leur pardonneriez-vous? Devrais-je le faire? Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.